Euh, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Gaëtan Ken, je suis associé de Bastel, responsable thématique biodiversité et responsable aussi de nos bureaux en Europe. Bastel est un bureau d'études canadien. Alors j'ai la lourde tâche de remplacer Nicolas Le Guen au pied levé, qui est malheureusement non disponible aujourd'hui, donc on m'a prévenu hier midi, donc bon, je vais faire de mon mieux pour modérer cette session. J'ai un avantage à mon actif, c'est que j'ai réalisé, comme l'a dit Julien, l'évaluation de la contribution des interventions aires protégées de l'AFD à la conservation et au développement en 2018. Donc une évaluation qui a porté sur 53 concours financiers, qui couvrait 17 ans d'intervention de l'AFD et qui retraçait l'ensemble, l'historique des engagements de l'AFD sur la thématique air protégée, auquel je vais vous dire un petit mot. Bon, comme l'a rappelé Sébastien, Valérie, le débat sur conservation et développement n'est pas nouveau, on date de 30, 40 ans minimum. L'évaluation qui a été réalisée en 2018 avait un focus beaucoup plus restreint puisqu'elle portait sur les interventions de l'AFD. Depuis le premier engagement de l'AFD sur les aires protégées qui datait de 2000, sur un prêt de projet qui avait été réalisé sur le parc national de Meru au Kenya et du coup qui a présenté en tout cas l'évolution des engagements de l'AFD sur cette thématique aires protégées dans le temps. Avec une augmentation des engagements dans le temps et un pic d'engagement entre les années période 2010-2013 sur cette thématique. L'évaluation portait juste sur la période jusqu'à 2017. Je pense que ce pic aujourd'hui a dû encore augmenter sur les 3-4 dernières années. Mais là, je laisserai quelqu'un, en tout cas sur les engagements actuels, quelqu'un de l'AFD éventuellement intervenir là-dessus. Alors, comme l'a dit Julien, ce qui est intéressant de voir dans cette évaluation et l'historique qui a été présenté, c'est aussi l'évaluation de la sémantique, du narratif dans les dossiers d'instruction AFD, dans les rapports de projet, et aussi de la logique d'intervention de ces projets dans le temps, avec des projets au début des années 2000 qui étaient beaucoup plus axés conservation pure, avec l'idée que la conservation allait servir le développement des communautés en périphérie. Et puis dans le temps, on voit une évolution de ces logiques d'intervention avec des logiques d'intervention plus mixtes à dominante conservation, donc dans l'idée où on fait du projet de conservation, de projet de gestion d'aires protégées avec quelques actions de développement économique adossées, financées par le projet, en estimant que ces actions permettront d'accompagner la conservation et d'accompagner le développement économique en périphérie des aires protégées. La troisième logique d'intervention qu'on voit arriver au début des années 2010, c'est plutôt une approche mixte complète où les actions de conservation et les actions de développement sont plutôt vues comme indissociables et on essaie d'affronter les deux volets de front avec des résultats qui ne sont pas toujours à la hauteur des attentes, comme l'a dit Julien, mais en tout cas une évolution de la sémantique et une évolution de l'approche sur le terrain. Et puis, plus récemment, on est sur des logiques d'intervention où la démarche de développement est l'objectif affiché du projet en tant que tel et en ayant pour hypothèse que les engagements, ou en tout cas les activités de développement économique, d'aménagement du territoire auront pour effet une meilleure préservation des ressources naturelles à l'intérieur des parcs et à l'extérieur et une meilleure implication ou mobilisation des communautés. Voilà les 4 logiques d'intervention, si je résume. Donc c'est intéressant de voir cette évolution dans le portefeuille et dans les projets AFD. L'évaluation qu'on a réalisée en 2018, je rappelle, c'était avec le GRET, donc Judy Kael est là aujourd'hui, et avec Catherine Gabrier et Eric Belvaux, donc supervision de Julien pour l'AFD. Elle a aussi permis de mettre en exergue les tensions entre la conservation, la biodiversité et le développement socio-économique, tensions au niveau des projets, tensions au niveau des équipes projets, au niveau des acteurs de terrain. Elle a permis de mettre en exergue des résultats en matière de développement économique qui étaient assez souvent en deçà des attentes, avec des actions qui n'étaient pas suffisamment structurées, des moyens consacrés à ces actions de développement généralement insuffisants, un nombre de bénéficiaires ciblés assez marginal par rapport aux populations riveraines des parcs, et aussi un cloisonnement de l'expertise entre d'un côté l'expertise plus conservationniste, gestion de parc, équipe de parc,
et de l'autre côté une expertise plus développement socio-économique, entrepreneuriat, etc., qui n'était pas forcément mis en tout cas en synergie. Bon, cette évaluation a présenté des recommandations, je pense, qui vont trouver écho aujourd'hui dans les échanges qui vont avoir lieu. Des recommandations notamment d'avoir une approche plus stratégique, plus intégrée au niveau du territoire, plus territoriale, en y associant différents acteurs en présence, en y associant plusieurs maîtrises d'ouvrage qui ont généralement pas les mêmes prérogatives territoriales. Et puis la nécessité de professionnaliser entre guillemets les actions de développement socio-économique, d'aménagement du territoire, de s'appuyer sur des consortiums d'acteurs qui sont un peu représentés par vos 4 organisations, que ces consortiums d'acteurs puissent travailler ensemble pour mettre en commun l'expertise, l'expérience et la complémentarité, et puis en termes de développement économique, agriculture, etc., d'aller plus sur de la structuration de filières avec des moyens complémentaires plus importants et ça, je pense que AgriSud pourra nous en parler de manière détaillée. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter nos 4 intervenants. Donc, d'abord, Madame Gestem Zafir, donc directrice générale d'AgriSud. Oui, Gestem Zahir. Ok, pardon. Directrice générale d'AgriSud. Vous avez travaillé pendant plus de 20 ans pour AgriSud en différents pays. Et aujourd'hui, donc, vous assurez la direction générale depuis 2020 d'AgriSud. Marie Leroy, qui est référente climat à Aker aujourd'hui et directrice du pôle Amérique latine et Asie. Avec une compétence ou en tout cas un domaine d'expertise sur les questions de changement climatique, de vulnérabilité et en particulier sur les questions de populations vulnérables et des femmes. Raphaël Billet, donc directeur général délégué de la Fondation de la Tour du Valat et directeur du programme. Depuis quelques années, ancien coordonnateur à l'IDRI du programme biodiversité et changement climatique et également ancien coordonnateur du premier projet, en tout cas dans les soins indiens, des questions de solutions fondées Pacifique, pardon, sur les questions, je le savais en plus, sur les questions de solutions fondées sur la nature. Et enfin, Mathias Deseter, donc docteur en biologie, en écophysiologie évolutive et biologie de la conservation, fondateur et vice-président de l'ONG Nature Conserve Action, donc oui, spécialisé sur les questions de conditions climatiques sur les organismes ne produisant peu ou pas de chaleur, à savoir les reptiliens et les amphibiens notamment. Je vais vous laisser en premier lieu vous présenter vos organisations et nous dire un peu les missions de vos organisations et oui, vos modalités d'intervention. Alors je vais commencer par vous, Elfej. AgriSud International l'ONG est une petite ONG. Petite, on est environ 250 salariés sur nos différents terrains d'intervention, dont 8 au siège et l'essentiel de nos équipes étant sur nos différents terrains. En termes de budget, ça représente entre 4 et 5 millions d'euros annuels. Voilà. D'une grande cause, alors notre grande cause, c'est celle de la lutte contre la pauvreté. On est une ONG de 30 ans, on a fêté nos 30 ans l'année dernière, et on travaille sur le développement économique durable dans le secteur agricole et plus particulièrement auprès de l'agriculture familiale. Donc notre stratégie d'intervention, on travaille sur 2 échelles. On va travailler d'abord à l'échelle des exploitations agricoles familiales où on va accompagner dans des parcours de professionnalisation les hommes et les femmes pour une meilleure maîtrise de leurs activités agricoles. Maîtrise technique, maîtrise économique, maîtrise socio-organisationnelle également. Ça, c'est le premier pan de notre activité. Et on travaille également, seconde échelle d'intervention, sur les territoires où on va travailler sur l'articulation des différentes interventions de différents acteurs pour promouvoir ce qu'on appelle des projets de territoire qui vont répondre à différentes problématiques, souvent liées. Ça peut être une problématique, une entrée plutôt développement économique, création de richesses et d'emplois. Ça peut être des problématiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ça peut être également des problématiques de préservation des ressources et du patrimoine ou des problématiques
d'adaptation et de résilience au changement climatique. Alors de manière plus pédagogique, pour voir comment ces deux échelles s'articulent, un petit schéma didactique. Donc ce que je disais, au niveau des exploitations agricoles familiales, le travail de nos équipes sur le terrain va être de les accompagner dans des parcours de formation au niveau technique, dans les différents ateliers de production qui peuvent se trouver dans une exploitation. Des activités de production maraîchère, arboriculture fruitière, élevage, avec soit des vocations d'autoconsommation, sécurité alimentaire, soit vocation génération de revenus. Donc ça, c'est tout ce qui est formation technique. Ensuite, il y a l'accompagnement de ces exploitations dans la mise en économie, travail sur la maîtrise des coûts de production, sur la meilleure valorisation des produits sur les marchés locaux, nationaux ou parfois internationaux, et tout ce qui est travail donc sur des filières, vous en parliez tout à l'heure, avec des partenariats équitables. Enfin, à l'échelle plutôt de territoire, le travail va se focaliser, donc comme je le disais, sur de l'animation territoriale avec les différents acteurs. Et on va travailler avec certains acteurs sur tout ce qui est cadre institutionnel, politique, sur la gestion des espaces agricoles, sur les plans d'aménagement de zones. Donc ça, c'est le territoire institutionnel, le territoire économique, à travers des programmes parfois de désenclavement de zones de production pour une meilleure connexion sur les marchés, des programmes au niveau socio-culturel, avec les acteurs du territoire qui vont travailler sur la diffusion des savoirs, ça peut être des écoles, des instituts de recherche, et tout ce qui est territoire physique, avec la préservation des espaces agricoles. Voilà. Aujourd'hui, AgriSud, et j'en termine là, juste pour avoir un petit panel géographique, on travaille actuellement, on travaille dans 15 pays. Et depuis la création d'AgriSud, on a travaillé dans 26 pays. On a accompagné un peu plus de 85 000 exploitations agricoles familiales. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une trentaine de programmes qui sont déployés dans ces 15 pays. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation d'AgriSud et de vos activités. Je le laisse, oui. Vas-y, Mathias. Okay. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis représentant de l'association française Nature Conservation. Donc, je suis en charge de la coordination de nos projets scientifiques notamment. Donc, Nature Conservation, c'est une très petite association française, donc vraiment jeune et récente. On existe depuis 2017. On est basé à l'université de Montpellier. On est une association. Ah, voilà, on est. Donc, notre association est une association basée à Montpellier. Une association française d'une quinzaine de membres bénévoles pour l'instant, donc issus du monde académique et de la recherche. Notre approche et notre vision, c'est d'intervenir dans des projets de conservation en collaboration. Notre spécificité, c'est en collaboration avec des communautés locales et les habitants d'un territoire qui sont porteuses de projets de conservation, à travers une approche scientifique et pluridisciplinaire, où on part vraiment à l'échelle locale des besoins et des enjeux de conservation locaux pour contribuer sur des projets à travers une approche scientifique, des approches pluridisciplinaires avec des réseaux d'acteurs et une approche scientifique de manière à pouvoir informer les initiatives de conservation et renforcer les capacités locales des différentes structures avec lesquelles nous travaillons. Donc, on est une association qui a différents pôles géographiques, différents territoires d'intervention. Tout d'abord en France sur des actions plutôt axées sur la vulgarisation scientifique, la formation et la communication. Sur nos projets à l'international, avec un projet à long terme au Pérou, en Amazonie andine, avec donc des communautés locales qui sont gestionnaires de concessions de conservation. Et également plus récemment en Côte d'Ivoire, donc un projet pilote depuis quelques années, avec également des initiatives portées par des communautés locales. Donc le cadre conceptuel dans lequel on s'approche, donc on est vraiment caractérisé par une méthode d'intervention basée sur l'écologie scientifique et la recherche, c'est de connecter les communautés locales qui sont porteuses d'initiatives de conservation, donc avec des enjeux de développement de filières également, avec les acteurs de la recherche scientifique, parce qu'on part donc sur un cadre où des besoins et des nécessités différentes entre ces différents acteurs peuvent se rejoindre sur des bénéfices mutuels à travers la collaboration. Donc on a plutôt un rôle de catalyser des connexions entre des acteurs sur les territoires, entre ces thématiques recherche-conservation avec les acteurs du développement et de la conservation. Donc
Pour donner quelques exemples de nos méthodes d'intervention, en Amazonie andine au Pérou, on travaille avec tout un réseau d'acteurs à la fois issus de la conservation, du développement territorial, les communautés locales porteuses d'initiatives de conservation et des acteurs académiques, locaux et régionaux qu'on connecte pour donc contribuer à des besoins identifiés par les communautés, notamment inventaire de biodiversité pour la reconnaissance d'initiatives de conservation, informer les plans de gestion et des projets de conservation à travers différentes méthodes scientifiques en soutien aux projets de conservation, inventaire participatif, des projets de recherche et également du renforcement de capacité, de la vulgarisation scientifique et de la communication. Donc cette approche et cette vision, elle est dupliquée sur nos différents projets, autant au Pérou avec des communautés locales porteuses de concessions de conservation qu'en Côte d'Ivoire sur des projets similaires. Donc voilà pour Nature Conservation. Merci Mathias. Raphaël, je te laisse présenter rapidement la Tour du Vala. Alors peut-être pas dans le détail, parce que sinon on va y passer longtemps, mais vos actions. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors la Tour du Vala, c'est pas l'organisme le plus connu de France dans le champ de la conservation, mais c'est un des poids lourds néanmoins. C'est une fondation privée reconnue d'utilité publique qui œuvre à la conservation et à la gestion, alors on dit rationnelle, des zones humides. On dit rationnelle parce que c'est le terme qui est utilisé par la Convention de Ramsar, même si c'est pas forcément le terme le plus approprié. Donc le focus, c'est les zones humides. On a été créé en 1954 par Luc Hoffmann, qui est un monsieur dont sans doute beaucoup d'entre vous ont entendu parler, puisque c'est un des principaux mécènes du champ de la conservation et qu'il a aussi œuvré à la création de l'UICN international, du WWF international. Ça a été un des initiateurs de la Convention de Ramsar et j'en passe. Il a été très actif. Et aujourd'hui, notre action est organisée autour de 4 mots-clés: comprendre, gérer, transmettre, convaincre. Alors comprendre, c'est la dimension scientifique de notre travail. On est un institut de recherche. On a en permanence une dizaine de doctorants qui font leur thèse à la Tour du Vala. On a des chercheurs seniors qui ont une habilitation à diriger des recherches, qui sont employés par la Tour du Vala. On publie entre 35 et 50 articles dans des revues à comité de lecture chaque année. Donc institut de recherche. Pour la conservation, c'est-à-dire qu'ensuite, on est les heureux propriétaires de 3000 hectares absolument magnifiques de zones humides au cœur de la Camargue, dont 2000 sont classés en réserve naturelle régionale avec un statut de protection extrêmement fort. Mais on fait aussi sur ces 3000 hectares, on a des activités agricoles visant à démontrer la compatibilité entre agriculture et protection de la biodiversité dans un contexte de zone humide. Donc on a une manade de 300 taureaux, une cinquantaine de chevaux de race Camargue, on fait du vin, on fait du riz, etc. Je vous conseille particulièrement le vin si vous êtes amateur. C'est quand même ce qu'on fait de mieux. Et si vous êtes végétarien en particulier. On est aussi en assistance technique à beaucoup de gestionnaires de zones humides dans tout le bassin méditerranéen. On a un mandat régional sur les zones humides méditerranéennes. On gère aussi directement des sites de zones humides pour le Conservatoire du littoral. Donc cette activité de gestion très concrète sur le terrain est vraiment importante pour notre ancrage territorial. Donc comprendre, gérer, transmettre, c'est du renforcement de capacité, donc beaucoup de formation, en particulier dans le monde des organisations de la société civile, dans tout le bassin méditerranéen, et ces formations peuvent porter sur tout ce qui aide à la gestion des zones humides, que ce soit la gestion financière d'une ONG ou la réalisation d'un plan de gestion d'une aire protégée ou des suivis scientifiques par exemple. Et puis convaincre, c'est un volet qu'on développe de plus en plus puisque si l'hypothèse initiale de la Tour du Vala, c'était qu'en améliorant les connaissances sur les oiseaux et les zones humides, forcément les décisions prises par les décideurs seraient meilleures, on s'est aperçu assez rapidement que la vie ne marchait pas exactement de cette façon. Et donc aujourd'hui, on met les pieds dans le plat et on fait du lobbying, du plaidoyer auprès des personnes et des organisations dont on pense qu'elles ont un pouvoir d'action sur les zones humides. Donc pour résumer, on fait flèche de tout bois, je dirais, pour la protection des zones humides dans le bassin méditerranéen. On s'interdit à peu près rien du moment qu'on reste évidemment dans le champ démocratique, non violent, participatif, basé sur la science, etc., qui est le nôtre. Et j'en profite puisqu'on approche, on approche de Noël, d'Halloween, etc., pour vous dire qu'on a un dispositif qui s'appelle le parrainage flamand. Vous pouvez adopter un flamand sur monflamand.com. Ça soutient la recherche sur les flamants roses.
et ça aide en particulier, ça nous aide à fournir du matériel d'ornithologie indispensable à nos partenaires des pays de la rive sud de la Méditerranée. Ça marche aussi pour la Saint-Valentin. Enfin voilà, vous pouvez offrir des parrainages. C'est vraiment d'un grand secours pour nous. C'est très attractif, c'est sympa. Ça marche aussi pour les enfants, les écoles, les entreprises, etc. Et ensuite, vous suivez votre flamand à mesure qu'il est observé à droite à gauche dans le bassin méditerranéen ou ailleurs dans le monde. Merci Raphaël pour cette idée de cadeau. Et Marie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup à l'IUCN et à l'AFD pour l'invitation. CARE, rapidement, je pense que vous êtes beaucoup à nous connaître déjà au moins un petit peu, mais on est CARE International, c'est un des plus grands réseaux d'aide humanitaire au monde. Donc nous, on est à la fois une ONG de développement et humanitaire, présent dans plus d'une centaine de pays sur tous les continents pour le réseau international. Depuis 1945, pardon, et CARE France qui a une existence un peu plus récente, et on travaille dans une trentaine de pays dans le monde. On a une mission, un espoir qui est quand même assez vaste et ambitieux, qui est de sauver des vies, de vaincre la pauvreté et de parvenir à la justice sociale. Donc il y a du travail. Ce qui nous distingue peut-être, ou en tout cas ce qui fait partie de notre ADN chez CARE, c'est le fait de mettre les femmes et les filles au cœur de toutes nos actions dans tous nos domaines d'intervention. Et c'est aussi le travail en collaboration étroite avec les communautés locales dans les pays dans lesquels on travaille. Et on a des secteurs d'intervention qui sont assez variés, qui incluent la sécurité alimentaire et l'accès à l'eau, la justice économique des femmes, la justice climatique, la santé et la réponse aux crises et aux situations d'urgence. Et peut-être pour vous donner un ordre de grandeur, je trouve ça intéressant parce que on a, en termes à la fois d'années d'existence et de budget, du coup une belle variété d'acteurs autour de cette table. Nous, CARE France, c'est à peu près 40 millions de budget annuel, voilà, pour notre entité française. Très bien, merci. Du coup, j'en profite parce que j'ai pas mentionné, nous, c'est 90 employés et 6 millions d'euros de budget annuel. C'est intéressant de savoir ça. Les tailles, ouais. Et des organisations qui ont des finalités quand même relativement différentes, même si au final vos 4 organisations touchent à ces 2 problématiques de la conservation et du développement, mais avec des approches qui ne sont pas les mêmes. Donc, l'intérêt de cette discussion, c'est aussi de voir comment vos organisations arrivent ou en tout cas touchent ces questions de synergie et avec quels acteurs vous pouvez ou vous pensez travailler pour renforcer ces synergies entre conservation et développement. Alors peut-être pour commencer, Marie, aujourd'hui à CARE France, quelle place occupe la conservation de la biodiversité dans vos actions? Tu as parlé des questions de climat, etc. Cette dimension de conservation de la biodiversité, quelle place elle occupe et quelle stratégie d'intervention vous avez pour répondre à cette problématique? Alors nous, chez CARE, la conservation de la biodiversité a une place importante, mais c'est sûr que c'est pas notre cœur de métier. Et c'est pas forcément perçu comme une fin en soi pour nous, donc c'est peut-être plutôt dans les scénarios que vous présentiez tout à l'heure des différentes manières d'approcher les liens entre développement et biodiversité. Je dirais que nous on fait d'abord du développement et on voit la conservation de la biodiversité aujourd'hui comme une nécessité ou comme une approche indispensable pour renforcer la résilience des populations et pour améliorer les conditions de vie. Et je pense que ça s'illustre en particulier dans 2 domaines ou sur 2 secteurs qui nous tiennent particulièrement à cœur chez CARE, que je mentionnais dans la présentation. Le premier, c'est les questions d'adaptation au changement climatique, qui sont donc un gros axe de notre travail et dans beaucoup de nos domaines d'intervention. Je pense qu'on est tous bien conscients du fait qu'il y a un lien étroit entre la crise climatique et la perte de biodiversité, à la fois parce que les impacts du changement climatique sont un des premiers facteurs de perte de biodiversité et réciproquement, l'érosion des ressources naturelles a des conséquences sur la vulnérabilité des populations. Donc nous, on travaille vraiment sur la conservation de la biodiversité comme un des leviers pour faire de l'adaptation au changement climatique. Et à ce titre, un exemple un peu concret qu'on a, c'est qu'on a chez CARE un outil que certains d'entre vous connaissent peut-être qui s'appelle le CVCA, donc c'est un acronyme anglais mais qui est notre outil d'analyse des vulnérabilités et des capacités d'adaptation des populations au changement climatique. Donc c'est un outil qui s'utilise au niveau communautaire, qui est extrêmement participatif,
pour accompagner les communautés à identifier quels sont leurs facteurs de vulnérabilité, quels sont les groupes les plus vulnérables, quels sont les leviers d'adaptation qu'ils ont. Et on a revu cet outil en 2019 pour intégrer beaucoup plus fortement et beaucoup plus en profondeur les aspects de vulnérabilité et de capacité d'adaptation des écosystèmes et pas uniquement des populations. C'est vrai que chez CARE, on a aussi une approche de l'adaptation au changement climatique qu'on a longtemps appelée l'adaptation à base communautaire, Community-Based Adaptation, et on avait tendance à parfois un peu le mettre en opposition à Ecosystem-Based Adaptation, alors qu'en fait, c'est quand même des approches qui sont intrinsèquement liées et qui ne sont pas du tout en opposition, mais qui sont très complémentaires. Et donc, nous, on est dans cette démarche, je dirais, quand même relativement récente, même si c'est pas nouveau qu'on ait des actions de conservation dans nos projets, mais de vraiment essayer de pas seulement avoir d'un côté de l'adaptation et une démarche communautaire et de l'autre côté des actions de conservation qui seraient un peu en vase clos, mais de créer une articulation et un lien entre les deux. Et le deuxième domaine dans lequel ça s'illustre pour nous aussi, c'est très clairement le lien entre la conservation et les questions de justice de genre et de droits des femmes. Il y a si ça vous intéresse, il y a une étude, un papier intéressant qui a été fait par l'alliance CARE WWF en 2021 sur les liens justement entre perte de biodiversité et droits des femmes. Et ce qu'on constate, c'est que d'une part, les femmes qui, dans beaucoup de pays du Sud, sont les premières gestionnaires des ressources naturelles, par conséquent, c'est elles qui sont les plus vulnérables et les plus exposées, qui subissent de plein fouet la perte de biodiversité. Et par ailleurs, on constate que souvent, les actions de conservation sont pensées et sont réalisées d'une manière qui sont gender blind, qui du coup ne prennent pas suffisamment en compte les besoins spécifiques des femmes ou des groupes les plus vulnérables, et donc qui vont avoir tendance aussi à aggraver cette vulnérabilité particulière des femmes et des filles. Donc nous, simplement pour vous illustrer que on voit des liens très clairs et une nécessité évidente de faire un lien entre les actions de développement et de conservation. Maintenant, comme je vous le disais, de mon point de vue, jusqu'à il y a peu de temps, ça restait de manière assez ad hoc ou de manière assez marginale. Et c'est relativement récent, je dirais sur la dernière décennie, qu'on essaie d'avoir vraiment une approche intégrée. À titre d'exemple aussi, CARE France est en train de finaliser sa nouvelle stratégie à l'horizon 2030 et c'est la première fois qu'on fait apparaître le mot biodiversité dans notre stratégie. C'était pas le cas jusqu'à maintenant, c'était un peu sous-jacent ou implicite dans nos actions d'adaptation, et aujourd'hui on priorise l'action sur la biodiversité auquel on veut s'adresser de manière directe. Voilà, je pense une évolution de vos approches pour y intégrer plus d'écosystèmes, ou en tout cas plus de notions de nature dans vos approches d'adaptation. Donc peut-être plutôt à l'avenir parler d'écosystème community-based adaptation, comme ça vous engloberez le tout, avoir une approche plus intégrée au SFN. Ok, très bien, merci. Elfej, la même question pour vous. AgriSud, vous avez un focus agriculture, développement agricole, développement de filières. Alors la dimension de biodiversité, comment elle s'applique, comment vous la traitez à la parcelle, ou est-ce que vous avez une vision plus intégrée de cette question-là? Oui. Donc nous, la conservation de la biodiversité, c'est pas l'entrée de notre action comme présenté en introduction. Nous sommes une ONG de développement économique, on travaille sur le développement, ceci dit, agricole, et donc la biodiversité, elle, est présente dans tous nos projets. On distingue trois niveaux de prise en compte de biodiversité. On va avoir effectivement le niveau de la parcelle agricole, de l'exploitation agricole. On va avoir le niveau des agroécosystèmes, et puis un troisième niveau qui va être celui des territoires à la périphérie de territoires sous statut de protection, type réserve, aire naturelle, aire protégée. Et bien évidemment, les degrés, les modalités de prise en compte de la biodiversité, de la conservation de la biodiversité ne sont pas du tout les mêmes en fonction de ces trois niveaux. Sur le premier niveau, la parcelle agricole, l'exploitation agricole, la préservation des ressources et donc de ce que nous on appelle l'agrobiodiversité, c'est central dans la stabilité des systèmes qui sont promus. Donc dans tous les parcours de professionnalisation, les parcours de
formation dont je parlais tout à l'heure pour la conduite technique des activités, les pratiques sont systématiquement axées sur des pratiques qui vont allier à la fois productivité et préservation des ressources naturelles, sol, eau, biodiversité. Donc on va faire attention aux équilibres auxiliaires ravageurs dans les parcelles, on va être très attentif à la diversité culturelle et variétale, etc., etc. Ça, c'est l'échelle exploitation agricole, c'est relativement simple, je dirais. Le deuxième niveau, c'est le niveau des agroécosystèmes, où là, c'est une échelle plus large que les exploitations agricoles familiales, où on fait intervenir du collectif, de la gestion collective, et on va travailler sur la préservation d'espaces agricoles de production, sur des zonages, sur des schémas d'aménagement avec les communautés, et qui fait déjà intervenir d'autres acteurs. Mais sur ces deux niveaux-là, si je peux un peu caricaturer, AgriSud est quand même à la manœuvre. Sur le troisième niveau, dès lors que l'on intervient sur des territoires à la périphérie de zones protégées, là, la dimension est tout autre. D'abord, on n'est plus à la manœuvre directe parce qu'on sort de notre cœur de métier et de nos compétences, donc on est systématiquement en association avec d'autres acteurs sur d'autres compétences et nous nous impliquons que sur les composantes agricoles de programmes plus globaux. C'était le cas à Madagascar, dans le sud-est, sur le massif forestier de Beompingarach, en collaboration notamment avec Nitide. C'est le cas au Vietnam avec le parc national de Hoang Lien, au nord du pays. C'est le cas aussi au Mozambique, où on a travaillé sur la préservation de la forêt de Miombo, dans la réserve de Gilet. Là également, c'était une sollicitation d'IGF, la fondation IGF, et on a travaillé en collaboration avec Nitide sur la partie plutôt comptabilité carbone et définition stratégie REDD+, IGF beaucoup plus sur tout ce qui est conflit, gestion des conflits hommes-faune et puis développement de l'écotourisme et cogestion de la réserve avec l'ANCA, l'Agence nationale de conservation des aires, AgriSud intervenant sur la partie agricole en périphérie pour travailler sur des alternatives à la bâti-brûlis et donc non pas stopper, ce serait bien trop ambitieux, mais réduire les rythmes de déforestation liés à certaines pratiques de l'agriculture familiale. Voilà un peu comment est pris en compte la biodiversité dans ces trois niveaux. Donc plutôt une problématique à l'échelle d'un territoire plus large qui intègre des zones qui seraient sous statut de protection. Et du coup, la problématique qui a peut-être pu ressortir dans l'évaluation, qui était une problématique aussi de prérogative des acteurs et de complexité institutionnelle quand on intervient sur des échelles plus larges territoriales. Merci. Raphaël, peut-être, c'est sûr que la Fondation de la Tour du Valar a un focus beaucoup plus orienté conservation en tant que telle, zone humide à l'origine, oiseaux migrateurs. En quoi, tu l'as déjà un peu abordé, et puis vos approches ont évolué aussi, en quoi la dimension population, développement local est une dimension intégrée dans vos interventions et dans vos objectifs ou missions de la Tour du Valar? Alors, première chose, c'est que effectivement, c'est fondateur à la Tour du Valar, c'est-à-dire que la vision de Luc Hoffmann, c'était son grand dessein, c'était de réconcilier, il disait l'homme et la nature. Aujourd'hui, on dirait l'humain et la nature, avec raison. Donc l'humain et la nature. Mais c'était un concept. Il disait si on défend les zones humides contre les humains, on gagnera des batailles, mais on gagnera pas la guerre. Bon. On est aujourd'hui quand même à la Tour du Valar un groupe d'écologues, hein. Il ne faut pas se voiler la face. Donc on a cette même spécialisation sur la biodiversité, et le grand dessein de Luc Hoffmann reste un horizon utopique plus qu'une pratique quotidienne. Deuxième chose que je voudrais souligner, d'abord, c'est je voudrais saluer la perspective historique qui a été donnée au début de cet atelier. J'ai coutume de râler sur l'aveuglement historique dont souffrent la plupart des rencontres auxquelles je participe, et pour une fois, je suis réellement ravi, à la fois parce que Valérie, tu as dit tout à l'heure, mais aussi Sébastien, citant le préambule de la constitution de l'UICN en 48, ça a toujours un effet foudroyant, je dirais. Alors on peut
les rappels historiques sur le champ de la biodiversité ou les synergies biodiversité et développement peuvent nous plonger dans un certain désarroi parce qu'on voit bien la permanence des objectifs et donc des échecs, il faut bien se le dire aussi. Mais je pense qu'évidemment, c'est pas ça l'intérêt de la perspective historique. L'intérêt, c'est d'apprendre de ce qu'on a fait, d'apprendre de nos erreurs, et puis de voir dans le contexte stratégique d'aujourd'hui qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme levier pour réussir là où on a quand même largement échoué avec acharnement depuis des décennies. C'est-à-dire qu'on a largement échoué, en tout cas sur le volet conservation de la biodiversité. Ça ne veut pas dire qu'on a mené des mauvais projets, mais ça veut dire que les projets, même s'ils étaient bons, ont été broyés par d'autres logiques plus grandes. Ça veut dire que la pérennité des succès n'a pas été assurée, etc. Donc ça, c'est une chose vraiment importante à mes yeux. Un petit point de vigilance, je pense aussi, c'est un biais qu'on a à la Tour du Valas, c'est ce que j'appellerais le biais ruraliste quand on parle de ces questions-là. Le monde en développement, le monde dans lequel on intervient dans le cadre de l'aide au développement n'est pas une vaste zone rurale. Il y a des grandes villes, des zones urbaines, des zones périurbaines, des mégalopoles, etc. Il y a des zones rurales. Il se trouve que l'agriculture est un des principaux facteurs de détérioration des zones humides dans le bassin méditerranéen et à travers le monde. Donc, avec raison, on travaille beaucoup sur le monde rural. Mais on voit bien qu'aujourd'hui aussi, dans cette réflexion sur biodiversité et développement local, il faut se frotter aussi à des développements de projets d'aéroports sur des zones humides, à des développements de magasins Ikea, d'entrepôts Amazon ou autres, de construction d'infrastructures, de barrages de plus en plus. Une partie du monde n'est pas encore complètement équipée en barrages, contrairement à la France, et s'équipe massivement en barrages aujourd'hui. Donc on est sur des problématiques dans lesquelles la dichotomie, ça va pas être entre volonté de conservation et volonté de développement local. Ça va être des choses qui vont traverser les sociétés de façon assez différente, avec des logiques mondialisées, des choses comme ça. Voilà. Donc essayons de garder en tête qu'on n'est pas uniquement dans un contexte rural, même si encore une fois on est les premiers à la Tour du Valas à faire un peu trop souvent cette hypothèse-là. Et par exemple, on travaille très peu sur zones humides et développement urbain. Et ensuite, je voudrais dire que donc finalement, si nous, à la Tour du Valas, on est encore très perfectible sur cette combinaison d'objectifs, c'est déjà parce que je pense que c'est difficile. C'est difficile d'atteindre des objectifs biodiversité, donc c'est encore plus difficile d'atteindre des objectifs combinés. J'ai beaucoup aimé les 4 logiques que vous avez exposées à vous deux, puisque vous êtes bien complétés. Nous, on est clairement sur les 2 premières, on n'est jamais sur les 2 suivantes. C'est difficile aussi parce qu'on est face à des problèmes de gouvernance dans les contextes d'intervention qui caractérisent nos actions, qui souvent ne nous sont pas favorables. Et Julien, tu disais tout à l'heure, c'est pas tellement les interventions de conservation qui se sont voulues contre le développement ou contre les populations. Simplement, quand on intervient dans des pays où la démocratie est un vœu pieux, où la corruption est généralisée, où les populations locales, les communautés locales, les peuples autochtones, les autres catégories de populations marginalisées sont complètement laissées de côté, où les processus de décision ne sont pas ouverts, et ben oui, la création d'un parc national ou la gestion d'un parc national, de la même façon que la création d'un barrage, ça va occasionner des dégâts collatéraux colossaux sur les populations locales. Donc il ne faut pas nier cet aspect-là, mais il ne faut pas non plus trop, je pense, le mettre sur le dos du monde de la conservation, qui, comme ça a été rappelé, se soucie quand même depuis au moins 50 ans de ces questions-là, mais en réalité depuis beaucoup plus de 50 ans. On a trouvé, il y a un article fameux du 19e siècle qui fait l'évaluation économique des services rendus par les populations d'oiseaux aux agriculteurs aux États-Unis au 19e siècle. Les ingénieurs des eaux et forêts plaident depuis longtemps pour la végétalisation des bassins versants, et donc la forestation, ou reforestation ou protection forestière des bassins versants. Ça aussi, ça a 200 ans. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on sait comme ça depuis 200 ans et dont on est très conscient. Donc du coup, pas mal de limites en fait, ou en tout cas de contraintes sur le terrain auxquelles on peut faire face pour promouvoir cette question de développement socio-économique en lien avec les actions de conservation. Peut-être Mathias, alors dans ton introduction, tu as présenté, je pense que ton organisation et votre focus sur les communautés gestionnaires d'aires protégées.
ou de zones protégées. Peut-être peux-tu nous en dire un peu plus sur ça et puis nous dire un peu, vous, sur le terrain, est-ce que vous êtes confronté à des tensions sur ces approches plutôt communautaires de gestion et de lien avec la science et quelles sont ces contraintes et quelles sont ces limites, ouais. D'accord. Donc, effectivement, dans le cadre de nos actions et de nos lieux d'intervention de nature conservation, ce qui nous caractérise vraiment, c'est le fait qu'on travaille avec des zones de conservation qui sont directement gérées et pilotées par des communautés locales. Donc, on ne travaille pas forcément avec des parcs naturels, des réserves gérées plutôt par des structures étatiques ou des autorités régionales, mais vraiment avec des communautés qui sont porteuses de projets de conservation. Oui, tout ce qui est où les communautés elles-mêmes ont leur propre mode de gestion et la reconnaissance par l'État de modalités de gestion qui sont normalement plutôt traditionnelles et pas forcément formalisées. Donc nous, on travaille avec ces initiatives-là dans l'accompagnement de la formalisation et la reconnaissance de leurs initiatives de conservation à travers un apport de la méthodologie scientifique et de la collaboration avec tout un autre réseau d'acteurs. Et ce qui caractérise vraiment ce type de mode de conservation, c'est que les motivations premières et les raisons de la conservation sont des questions sociales, des questions économiques et des questions de développement. Donc on est vraiment sur une approche où la conservation est motivée par le développement de ces populations qui dépendent de leur territoire, de leurs ressources et qui sont donc motivées par leur conservation et qui voient la conservation comme une manière d'obtenir l'autonomie sur le mode de gestion de leurs ressources et leur utilisation à des fins de développement et réponse à des enjeux sociaux et économiques. Donc on est vraiment sur ce type de thématique où la tension peut être plutôt sur la structuration et l'organisation de ces modes de gestion, mais aussi sur qu'est-ce que le développement. Et on a donc ici des zones de conservation où le développement est lié à la conservation, mais aussi en parallèle des modes de développement contraires sur d'autres types d'agriculture liés à la déforestation qui peuvent être en conflit avec ces initiatives-là, et où l'enjeu est de transmettre les outils et la reconnaissance à travers des approches scientifiques pour permettre ces approches de conservation. Ok, merci. Peut-être Elfèche, pour revenir un peu sur ces trois niveaux-là, parcelles, agroécosystème et territoire. Bon, on a déjà abordé un peu les limites auxquelles vous êtes confrontés. Peut-être pour aller un peu plus loin là-dedans, quels freins ou quelles limites, quelles contraintes auxquelles vous faites face sur le terrain, surtout sur ce niveau territorial. Qu'est-ce qui vous, dans le consortium d'acteurs avec lesquels vous travaillez, est-ce qu'il y a d'autres aspects qui rentrent en jeu, qui limitent l'intégration de cette dimension biodiversité dans vos actions? Alors, dès lors qu'on est sur des approches territoriales, avec ou non cet accent conservation de la biodiversité, on introduit forcément de la complexité. Ça veut dire analyse multifactorielle et ça veut dire aussi travail avec des acteurs, avec des prérogatives diverses et des lectures du territoire différentes. Enfin, vous parliez, on a travaillé sur une zone humide à proximité de Marrakech, donc je vais prendre cet exemple-là, entre l'agence de l'urbanisme, l'agence de l'environnement, les autorités territoriales, le développement économique et les services agricoles. Forcément, sur ce même territoire qui n'est pas très vaste, 800 hectares, la Palmeraie de Marrakech, on avait tous une lecture différente et une compréhension différente. Et donc, ce travail de lecture partagée et de définition de trajectoires communes, chacun après dans ses prérogatives, ça prend du temps. Et malheureusement, les pas de temps projet sont pas toujours cohérents avec ce nécessaire travail d'alignement. Voilà. Et autre difficulté, il faudrait pas tomber sur un consensus mou. Il faut travailler sur des consensus qui permettent des dynamiques positives sur le territoire. Donc forcément, alors c'est pas propre à la conservation de la biodiversité ce que je vous raconte là, mais c'est quand même des difficultés sur ces approches territoriales que l'on a pu voir dans différents contextes. Donc approche différente, analyse multifactorielle,
Ça, c'est une chose importante. Après, sur les projets plus spécifiquement liés aux problématiques de conservation, nous, dans nos expériences, c'est que on se dit qu'on est un peu la goutte d'eau dans l'océan. C'est-à-dire le projet peut avoir des résultats positifs, mais sur des terrains limités, avec un nombre de personnes limité aussi. Et si on voulait vraiment enclencher une dynamique beaucoup plus importante et un passage à l'échelle, ça nécessite au-delà du temps aussi des moyens beaucoup plus importants. Parce qu'en travaillant sur les changements de pratiques des agriculteurs, une des clés, c'est les dispositifs de proximité. Et donc des dispositifs de proximité dans la durée, ça coûte énormément. Voilà. Donc des contraintes de moyens, des contraintes de cadre de concertation et des contraintes de temps. Je pense que c'était des recommandations qu'on avait dans l'évaluation 2018, ces 3 éléments. Elle était bien faite alors. Bon, c'est pas nouveau, ça ressort à chaque évaluation, je pense, donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais on y reviendra après sur ces questions de prérogatives et de différents acteurs. Je pense aussi que les agences de coopération comme l'AFD peuvent faire face à ces problématiques-là en interne, avec des maîtrises d'ouvrage qui sont différentes en fonction des départements et des divisions, et même au sein même d'une agence, des interlocuteurs qui ne sont pas forcément les mêmes entre les secteurs sur lesquels on travaille. Et donc cette complexité institutionnelle... Oui, et puis les agendas politiques des différents services, différentes maîtrises d'ouvrage, oui, mais elles n'ont pas les mêmes agendas politiques. Donc voilà. Okay. Marie, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'évolution de vos approches pour y intégrer plus d'écosystèmes, mais que ça reste pas ce n'est pas votre focus premier. Quelles contraintes ou limites vous voyez sur le terrain pour mieux prendre en compte, vous, à votre niveau aussi, cette question de conservation, notamment en lien avec les populations vulnérables, avec les femmes, comme tu le disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui freine le plus aujourd'hui ces aspects-là, quoi? Alors là-dessus, je rejoindrai ce que disait Elfèche sur la question de la temporalité et du temps disponible qu'on a, et notamment en mettant l'éclairage sur le fait que nous, CARE, on est aussi une ONG humanitaire, et donc on a beaucoup de programmes qui sont à ce nexus entre humanitaire et développement. Et quand on parle d'adaptation au changement climatique, c'est vrai que dans un monde idéal, on a une vision qui est plutôt de long terme, prospective, où on essaie d'avoir une situation qui va s'améliorer sur un temps long. Mais on travaille aussi avec des populations qui sont confrontées à des impacts immédiats, massifs du changement climatique. Je pense par exemple à Madagascar, qui est un pays où on travaille beaucoup, qui a une population qui est très exposée à tout un tas d'impacts du changement climatique, que ce soit l'aléa cyclonique, en alternance avec des périodes de grande sécheresse. Et c'est un pays qui est particulièrement où la population est particulièrement pauvre aussi, donc je pense que ça joue aussi sur la capacité à prioriser la conservation. Et ce qu'on constate, c'est que de la part des populations avec lesquelles on travaille, de nos partenaires, mais aussi de nos équipes locales, il y a spontanément une tendance à avoir une réaction et des actions qui sont plutôt court-termistes. Et c'est assez difficile de leur jeter la pierre parce qu'ils sont face à des situations dramatiques auxquelles il faut répondre tout de suite, mais qui parfois desservent un peu notre objectif de long terme. C'est là où on parle de maladaptation, vous avez peut-être déjà entendu ce mot, et c'est de se dire qu'on va mettre en place une solution qui à très court terme paraît être une bonne idée. Par exemple, pour une zone ou une communauté qui va être exposée à des risques d'érosion côtière et d'inondation, on va se dire tiens, on va construire une digue, on va construire une infrastructure qui sur le moment va sans doute résoudre le problème parce que le fait de travailler sur des solutions fondées sur la nature, sur la restauration de mangroves ou de zones humides, ça va prendre plus de temps et donc ça va pas permettre de résoudre les problématiques de court terme, mais à long terme, on va plutôt aller vers une aggravation de la problématique. Donc ces réflexes un peu de maladaptation qui sont un peu des fausses bonnes idées vont aller vers soit des solutions qui sont court-termistes, soit des solutions qui sont contre-productives. Et donc c'est là qu'on se rend compte qu'il faut qu'on arrive à concilier la réponse à des besoins humanitaires immédiats et cette volonté, cette vision qu'on a d'accompagner les populations sur le long terme. Et donc avec des freins qui sont à la fois liés à la temporalité et à l'immédiateté des besoins, liés aussi à la compréhension du sujet et à la technicité de nos équipes, qui n'est pas forcément optimale sur les aspects de solutions fondées sur la nature. Et puis, malgré tout, je pense, malgré la prise de conscience ancienne, on en parlait des liens entre conservation et développement, je pense qu'il reste quand même dans certains contextes en particulier, cette conception qui est de dire que si on fait de la conservation, on va pas pouvoir répondre, ça va être trop long, ça va pas répondre à des besoins immédiats, et donc que les deux approches sont incompatibles. Donc c'est
les freins que je verrais aussi, un peu ce biais cognitif ou cette difficulté à lever les cloisons malgré une prise de conscience du monde plutôt, je dirais, académique ou des acteurs qui réfléchissent sur la question. Une fois qu'on est confronté à des impacts dramatiques, immédiats, où il y a besoin de répondre tout de suite, on peut avoir du mal à intégrer les deux approches. Merci. Bon, je pense que en tout cas, vos contraintes, vos limites auxquelles vous faites face sur le terrain se rejoignent, même si vos finalités ne sont pas les mêmes. Peut-être pour ouvrir un peu la discussion, avant de passer à des questions ou des échanges avec le reste de la salle. Donc, faire face à ces contraintes qui sont plutôt d'ordre institutionnel, de moyens, mais puis de coordination des acteurs, etc. Comment vous voyez, quelles pourraient être pas parler de solutions magiques, il n'y a pas de baguette magique pour répondre à ces questions-là, quelles seraient les mesures à expérimenter ou à mettre à l'échelle pour arriver à plus de synergie au niveau d'un territoire, plus d'actions concomitantes, biodiversité pour la conservation de la biodiversité et développement socio-économique ou l'inverse. Selon vous, quelles modalités mettre en place ou tester pour arriver à ces objectifs de concomitance? Qui vous voulez? Bon. Quand j'expliquais tout à l'heure les difficultés des cadres de concertation pluriacteurs et le frein, parce que du coup beaucoup plus complexe, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là. En tout cas, nous, pour AgriSud, on a complètement revu notre stratégie de développement depuis 2017 en se disant oui, c'est plus compliqué. Oui, c'est beaucoup plus d'investissement, mais c'est quand même un gage de durabilité de ce qui va être mis en place sur le terrain. Et donc aujourd'hui, dans nos modalités d'intervention, on est vraiment systématiquement sur ces cadres de concertation multi-acteurs qui vont permettre un environnement porteur et qui sont garants de la durabilité des systèmes qui sont mis en place avec les exploitations et les autres intervenants des filières. Donc, on est vraiment convaincus. Alors, c'est difficile, mais on est convaincus de la suite. Et d'ailleurs, on remet encore en place un programme là prochainement en République démocratique du Congo avec le parc national de la Garamba, avec African Parks, dans la même logique, en ayant pris conscience de toutes les difficultés qu'on a pu éprouver au Mozambique, à Madagascar ou au Vietnam, et mettre à profit justement toutes ces leçons apprises pour être beaucoup plus efficaces dans la synergie avec African Parks sur ce nouveau territoire. Donc pour moi, ça reste quand même, on utilise beaucoup cette expression qui est un peu barbante, mais qui fait sens, de l'intelligence collective pour avancer, et se donner le temps de mettre en place les choses correctement sur le terrain. Voilà. Dans ces cadres de multi-concertation, il va de soi que les communautés sont associées. Voilà, qu'il n'y ait pas d'incompréhension ou d'ambiguïté là-dessus. Maintenant, vous pouvez compléter. Oui, alors je rejoins totalement ce que tu dis, Elfège, sur l'implication, la nécessaire implication des différentes parties prenantes au niveau local, que ce soit les communautés pour garantir l'appropriation aussi et l'acceptabilité des projets qui sont proposés. C'est Raphaël qui le soulignait tout à l'heure, la nécessaire non seulement travailler avec les autorités locales et les décideurs publics, mais aussi faire un travail d'influence et de plaidoyer pour s'assurer que les cadres légaux et les cadres normatifs dans les zones d'intervention sont aussi en adéquation et en synergie avec les projets qu'on propose, parce que c'est vrai que si on se limite à mettre en place des projets, même en concertation avec la société civile et avec les organisations locales, si derrière on a des cadres légaux et des politiques qui vont à l'encontre de ce qu'on essaie de promouvoir, on se retrouve très vite bloqué. Et je dirais également, en tout cas, nous, pour surmonter les freins qu'on a soulevés, et notamment le frein d'ordre un peu technique et de connaissance et d'expertise, et je pense que c'est tout l'objet de la concertation aussi d'aujourd'hui, c'est d'essayer de multiplier les partenariats entre ONG de développement et ONG de conservation. On peut pas être expert dans tous les domaines, et je pense pas que ce soit forcément pertinent que CARE, par exemple, devienne un expert de la biodiversité, mais il y a d'autres acteurs qui le font très bien et qui le font mieux que nous, et donc réussir à plus travailler ensemble, parce que je pense qu'on part aussi du constat que malgré les tentatives, malgré certains projets qui témoignent de cette collaboration, on travaille quand même encore un petit peu en silo, et donc de réussir à
à promouvoir ça. Et à ce titre, nous, on a un exemple au niveau de... Donc, c'est pas Care France qui le pilote, mais c'est au niveau de notre réseau international, qui est l'alliance Care WWF. Et c'est un modèle assez intéressant, donc qui est porté par nos collègues américains, où c'est pas seulement un MOU ou un accord de principe, mais c'est vraiment une équipe qui a été constituée de gens qui sont staffés. Ils ont un double contrat en fait, WWF et Care. Ils ont un double management, et donc il y a quelques personnes qui sont à la fois Care et WWF. Et le rôle de cette équipe, c'est pas de concevoir et de porter des projets qui leur sont propres, mais c'est plus d'apporter leur soutien aux équipes de Care et aux équipes de WWF, notamment dans les pays où les deux organisations sont présentes, et d'accompagner le design et la conception de projets conjoints et d'essayer de promouvoir ces échanges et ces collaborations. Et c'est une collaboration, enfin une alliance qui existe depuis 2008. Donc qui est quand même assez ancienne et je pense qu'il y a un bel exemple de collaboration de ce point de vue-là. Merci. Mais je vais prêcher pour ma paroisse parce que je suis un bureau d'études, mais pour moi, la collaboration, elle ne doit même pas se limiter juste aux ONG, elle doit aussi associer le secteur privé, le secteur bancaire, les institutions de microfinance, tous les acteurs qui gravitent autour de ces problématiques, si on veut arriver à un objectif commun. Mathias? Je pense qu'on retrouve beaucoup dans nos projets et dans nos interventions ce frein de la temporalité et des besoins immédiats court terme pour les enjeux sociaux et économiques qui drivent le développement et les besoins de conservation, du fait qu'on travaille sur des projets de recherche qui viennent informer les démarches de conservation et générer des opportunités, mais ce qui vient à très long terme et ce qui demande un fort investissement et une vision prolongé et long terme pour l'acquisition de données, leur valorisation et informer la conservation. Et la force forte, où je rejoins complètement ce qui est évoqué, c'est la collaboration multi-acteurs et avec des acteurs qui sont engagés sur d'autres expertises et notamment sur des questions de développement, d'agriculture, mais qui travaillent directement à la fois avec les communautés et avec la recherche, permet justement d'affiner ces problèmes de temporalité et de créer des cadres favorables où des bénéfices de la conservation peuvent intervenir en phase de début de projet et permettre de créer le cadre où des interventions de la recherche peuvent intervenir et amener des bénéfices long terme, et aussi où les informations sur la biodiversité qui est présente dans les zones ou les activités scientifiques peuvent favoriser la reconnaissance d'initiatives de conservation qui amènent ces opportunités de développement et d'autres projets. Donc je vois vraiment l'importance de cette coopération sur différentes thématiques et sur plusieurs disciplines qui permet de répondre à ces enjeux. Après, peut-être pour terminer avec Raphaël, qui va peut-être... Je savais déjà ce que je voulais dire. Une dimension plus élevée, ouais, mais là, le cadre, par exemple, la collaboration African Parks, Agri-Sud ou WWF Care, on est encore sur des collaborations assez d'heures de développement, entre guillemets, la solidarité internationale. Comment répondre à des enjeux plus de développement de l'agribusiness, des enjeux miniers, des enjeux aéroports comme on a en Albanie en ce moment, quel mécanisme mettre en place ces cadres de concertation pour qu'ils soient élargis et englobent tous ces acteurs qui dépassent simples problématiques auxquelles on fait face aujourd'hui, quoi. Bon, ça va, j'avais un petit peu prévu de parler de ça. Ça veut bien. Parce que de toute façon, j'allais dire ce que j'avais prévu de dire. Non, premier point, avant d'y venir directement, sur le court-termisme, je pense qu'il faut... alors, le court-termisme et la maladaptation qui va avec, c'est vraiment pas l'apanage des pays du Sud, hein. On est bien placé en France avec notre secteur agricole pour le voir. Et nous, Tour du Vala, qui travaillons dans tout le bassin méditerranéen, on observe vraiment des dynamiques très proches de maladaptation sectorielle, que ce soit en Tunisie, dans les Balkans ou en France, en Camargue. Enfin, voilà. Donc, de ce point de vue-là, on peut être décomplexé, c'est-à-dire que je vois mal les pays du Sud nous trouver paternalistes quand ils regardent ce qu'on fait chez nous. En tout cas, ça les ferait sans doute bien sourire. Et puis aussi, deuxième point sur ce court-termisme, c'est que le court-termisme, il est aussi la préoccupation... il tient aussi à la préoccupation biodiversité. C'est-à-dire que très souvent, nous, on nous appelle la Tour du Vala, c'est des collègues des OSC du sud ou de l'est de la Méditerranée qui sont dans des préoccupations de très court terme, qui eux sont aussi des émanations de la société locale. C'est pas des gens qui sont dans la capitale et qui débarquent sur les zones humides comme ça. C'est des gens passionnés qui vivent sur place et qui voient leurs zones humides soudainement menacées par des projets ridicules.
et qui donc sont dans une logique de court terme parce qu'il faut intervenir très, très rapidement. Donc ce court terme, long terme, c'est vraiment un peu à géométrie variable. Je pense, pour répondre plus précisément à ta question, qu'on a des vraies coalitions à faire, au sens où très souvent les projets ou les politiques qui menacent le plus la biodiversité et les zones humides sont malheureusement tout aussi irrationnels du point de vue biodiversité que du point de vue développement local. Et nous, on a tendance à les analyser du point de vue de leurs impacts sur la biodiversité, mais on se rend compte qu'on est vite démunis si on doit rentrer dans la logique de développement qui accompagne ces projets, sur leurs hypothèses technico-économiques, sur leurs hypothèses de retombées économiques locales. Nous, on ne sait pas faire. Et il faudrait qu'on arrive à s'allier avec des acteurs qui savent le faire pour déconstruire ensemble des projets d'aéroports, d'infrastructures, de barrages, etc., qui ne font sens ni du point de vue du développement local, ni du point de vue des droits des populations, ni du point de vue de la biodiversité. Après, moi j'ai aussi très envie qu'on nous aide. Par exemple sur les questions de genre, on a la discussion en ce moment avec la division OSC qui regarde d'un petit peu plus près ce qu'on fait sur les questions de genre à la Tour du Valat. Clairement, on n'est pas outillé, on n'est pas très bon. Alors on est conscient, mais au-delà de ça, si vous pouviez passer au crible nos activités, qu'on puisse aller ensemble sur le terrain, rencontrer nos partenaires et qu'on ait un regard vraiment de spécialistes sur ces questions-là, je pense que ça serait extrêmement utile. Et puis dernier point, si on veut se lancer un petit peu sur la troisième des stratégies où on essaye de mener deux fronts, conservation et développement local, il faut qu'on monte des projets ensemble et peut-être que de ce point de vue-là, alors ça a peut-être été fait, mais en tout cas je l'ignore, mais il faudrait peut-être qu'il y ait des appels à projets qui nous obligent à le faire en fait, parce que finalement rien ne nous empêche jusqu'à présent de travailler ensemble, mais on ne le fait pas complètement, pas assez. Est-ce que s'il y avait des appels à projets, par exemple OSC, mais ça peut être d'autres financeurs, qui nous disent vous serez sélectionné uniquement s'il y a au moins une OSC développement et une OSC biodiversité, que vous visez ensemble des objectifs, chacun dans votre domaine mais articulés, ça pourrait être pas mal. Voilà. Très bien, j'irais même plus loin, pas forcément répondre à un appel à projet, mais monter des initiatives conjointes et aller les vendre à des mécènes ou à des philanthropes ou à des agences de coopération. Pour moi, c'est par là que ça passera aussi. On ouvre la discussion. Ouais, est-ce qu'il y a des questions pour les 4 intervenants, des clarifications, des éléments complémentaires d'analyse? Tout est clair. Ouais. J'ai une remarque. Bonjour à tous, c'est tout à fait passionnant. Je m'appelle Raphaël Trouillet, je suis directeur de Tétractis et on se questionne beaucoup sur ces enjeux à la fois de protection de l'environnement et de développement économique des territoires. C'est le cas aussi sur les territoires français, pas qu'en Camargue, aussi dans les Alpes, sur nos territoires de montagne. On discutait avec les responsables du parc national des Écrins là, il y a deux mois. Et ils sont obligés maintenant, pour faire des travaux de collaboration avec les élus locaux, de démontrer la valeur ajoutée du parc national sur l'économie locale. Donc je crois qu'il y a des études qui ont été menées qui prouvent que, je crois que c'est à peu près, ça doit être 10 millions d'euros par an le fonctionnement du parc national des Écrins. La valeur ajoutée de la protection de l'ensemble de la biodiversité des écosystèmes représenterait entre 100 et 150 millions d'euros. Du coup, je voudrais savoir si vous avez des exemples sur des projets de conservation qui allient cet impact économique d'espaces protégés. Si j'étais clair. Et qui démontrent les avantages économiques de la conservation pour les acteurs locaux. Ouais. Vas-y. Je veux bien dire un mot parce que, je me suis livré à un exercice similaire il y a pas mal d'années maintenant avec mon ancien collègue Romain Pirard, où on avait fait l'analyse coût-bénéfice de la création du parc national d'Ifrane au Maroc, exercice de haute voltige du point de vue économique. En fait, moi mon avis là-dessus, c'est que ces analyses peuvent, si elles sont demandées, ça peut avoir du sens. Leur gros défaut pour moi, leur grosse limite, en fait, la raison pour laquelle, à mon avis, elles manquent de dents, comme on dit en anglais, c'est qu'elles prennent pas assez en compte les effets redistributifs.
que ce soit sur les infrastructures ou que ce soit sur des parcs nationaux. C'est-à-dire que dire que la mise en protection d'une zone génère 120, 150, 800 millions d'euros, peu importe, pour l'économie locale, c'est très bien, mais ce qui va préoccuper les acteurs qui sont dans la gouvernance du parc, et les décideurs, les élus et tout ça, c'est où est-ce que va cet argent, qui le paye, quels sont les circuits financiers, quelles sont les taxes qui sont générées avec tout ça, les revenus pour les collectivités, les pertes de revenus pour les exploitants agricoles, etc. C'est ça en fait qui compte dans le jeu d'acteurs locaux. Et tant qu'on reste sur des chiffres globaux, c'est pas inintéressant, ça peut servir à du plaidoyer, ça peut parler à certaines personnes, mais ça manque un petit peu de prise, je pense, avec les réalités locales. C'est mon expérience en tout cas. Si quelqu'un veut intervenir. Une intervention. Oui, bonjour. Laurent Courbois de la Fondation François Sommer. Je voudrais apporter une précision et je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Madame Guestem, juste pour préciser sur Gilet votre intervention, je tiens à préciser que c'est pas la Fondation IGF, mais c'est d'abord la Fondation François Sommer. On y attache beaucoup d'importance en mémoire par rapport à nos fondateurs. Alors j'avais deux questions. Dans le cadre de l'objectif 30-30, est-ce que le modèle d'aires protégées type parcs naturels régionaux, qui sont avant tout des aires territoriales de développement, avant d'être des aires protégées de conservation, est-ce que ce modèle-là est intéressant, une base d'échange intéressante dans les pays dans lesquels vous intervenez? Et une deuxième question, c'est aussi sur le concept d'autres mesures de conservation efficaces par zone, qui est maintenant introduit dans la SNAP comme outil complémentaire de protection des aires protégées. Est-ce aussi un concept ou un modèle qui sera intéressant pour l'avenir? Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un veut intervenir là-dessus? Moi, sur le premier point, sur l'approche PNR, c'est une approche qui a été, oui, en tout cas, il y a eu des essais de la diffuser dans d'autres pays et de l'adapter à d'autres contextes. Je sais que l'AFD a financé avec le FEFEM au Mexique, en Colombie, paysage bioculturel au Mexique notamment, qui avec la coopération de la Fédération des PNR qui a accompagné la transcription, on va dire, de l'approche PNR au Mexique. Donc c'est des modèles qui sont, selon moi, intéressants dans des contextes de territoire, de développement territorial et de conservation de territoire qui n'ont pas de statut officiel de protection. Donc, c'est clair que sur ce premier point, moi, ça me semble clé. Sur les questions d'AMCZ, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Moi, pour moi, ce que vous faites, c'est clairement ça s'inscrit clairement dans cette approche. Je ne sais pas si tu veux répondre. Oui, sur vraiment partir de modèles qui existent déjà de manière non formalisée et non reconnue, où le développement et la conservation sont vraiment intimement liés en fonction de modalités de gestion, mais aussi de mode de développement, d'utilisation des ressources sur l'échelle des territoires, où on a des modes de gestion et des modalités de reconnaissance d'aires de conservation pilotées et portées par les communautés locales sur les territoires, qui sont émergentes et qui sont différentes vraiment d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Et la reconnaissance et la formalisation de ces initiatives créent vraiment des cadres à la fois de gestion et de développement qui sont assez nouveaux et qui permettent vraiment de combiner ce qui existe déjà, l'expertise locale, l'expertise des populations et leur vision sur leur propre territoire, avec des nouveaux outils et connecter avec les acteurs plus traditionnels, on va dire, du développement, et aussi des acteurs académiques. Et là, il y a beaucoup d'enjeux sur justement ces synergies d'acteurs et connecter des acteurs qui ne travaillent pas ensemble traditionnellement, mais qui ont des intérêts des différences fortes et des intérêts et bénéfices communs à travailler ensemble sur ces nouvelles modalités de gestion intimement liées à un développement qui est vraiment un développement qui émerge du contexte très local. Et donc avec vraiment des spécificités territoriales et contextuelles très fortes. Peut-être un mot sur les parcs naturels régionaux. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans l'introduction historique, alors qu'ils auraient pu y avoir leur place, parce que c'est un outil qui a émergé dans les années 60. Donc si on se remet dans le contexte, c'était quand même une sacrée innovation.
On a un retour d'expérience maintenant très long en France. Donc c'est des outils, à mon avis, très intéressants. Est-ce qu'ils ont leur place au sein des aires protégées? On peut en discuter pendant des heures, mais c'est pas la question là. À mon avis, en tout cas, ils peuvent avoir leur utilité territoriale. Est-ce que une chose très intéressante que le regretté Laurent Mermet avait souligné il y a déjà 30 ans, c'est que pour que les PNR fonctionnent en tant qu'outil, en tant que dispositif institutionnel, il faut qu'ils puissent s'appuyer sur des secteurs bien constitués pour qu'ils soient en position d'animer en fait un débat pluraliste, de servir, comme on dit en Camargue, de petit parlement local. Le problème que les PNR rencontrent souvent, c'est s'ils sont obligés de se positionner en acteurs d'environnement parce que la société civile n'est pas assez constituée pour porter le sujet environnemental ou la cause biodiversité. Là, ils ratent leur vocation d'acteurs intégrateurs. Donc ça les met en conflit avec les acteurs sectoriels, par exemple, du monde agricole. Et s'ils se placent en acteurs intégrateurs, mais qu'il n'y a pas d'acteurs environnement fort et constitué, c'est la biodiversité qui passe à la trappe. Donc il y a des conditions finalement locales qui ont été bien identifiées pour que ça puisse fonctionner. Et nous, on voit en Camargue où le parc naturel régional a connu un trou d'air de quelques années très violent. Où ça a beaucoup nui à l'ambiance locale, ça a nui à la collaboration entre les acteurs. Et là, le parc naturel régional est en train de reprendre petit à petit une vitesse de croisière, et c'est un réel soulagement pour tout le monde. Donc je pense que oui, il y a un vrai rôle pour les parcs naturels régionaux, dans le dispositif de conservation de la biodiversité plus général. On revient au cadre de concertation, le rôle du PNR comme cadre de concertation territoriale, quoi. Julien ? Oui, non, c'était pour participer à la discussion là sur la partie évaluation économique des parcs ou des aires de conservation et l'utilité de mettre des dollars sur la biodiversité pour parler aux gens qui ne comprennent qu'en dollars. Je vous invite, sans vouloir c'est un peu le sujet là qu'on voudrait aborder un petit peu cet après-midi, quoi. Et c'est pour nous là actuellement à l'AFD, c'est tout le sujet que l'on essaye de traiter à travers nos conceptions là, de ce qu'on appelle la soutenabilité faible et la soutenabilité forte. Clairement, c'est nécessaire, hein, ça. Enfin, il faut peut-être essayer de le faire, mais il faut savoir quelles sont les limites de ce genre d'approche, quoi. Et on en parlera peut-être cet après-midi si vous voulez, mais il faut vraiment faire attention avec cette démarche. Hein. Il faut essayer de parler le langage des personnes avec lesquelles, donc aujourd'hui, il faut arriver à travailler, quoi. Mais il faut aussi arriver à leur expliquer les limites de ce genre d'approche. Et il y en a de très très fortes, quoi. Dès qu'on commence à mettre des dollars sur la biodive, il faut faire vachement gaffe, quoi. Et pour revenir sur les OICM, finalement les OICM ont été intégrés dans la SNAP, mais on se rend compte que des OICM, il en existe déjà énormément dans le monde en fait. Le cas de la gélose à Madagascar ou toutes les approches communautaires de la gestion des aires protégées qui n'ont pas de statut officiel aujourd'hui, ce sont des OICM qui peuvent être reconnus légalement et intégrés dans les dispositifs nationaux, quoi. C'est clair. Nicolas ? On va peut-être prendre une dernière question, je vois Caroline là-bas, et puis on va s'arrêter pour faire la pause, parce que sinon on risque d'être un petit peu en retard, et je vous inviterai à continuer à discuter pendant les pauses. Non, moi, s'il y en a encore une minute, c'était juste pour réagir à un concept qui a été assez largement rappelé ce matin dans les interventions, c'est celui de l'approche territoriale. Et juste il me semblait important d'indiquer qu'au niveau de l'AFD, c'est une stratégie forte. Hein. Je vois Marie-Cécile qui est là, évidemment, qui va en parler après. Et donc, juste pour dire que dans toutes nos interventions, et dans le cadre d'intervention de la division agriculture et développement rural et biodiversité, je pense que quand on intervient sur une aire protégée, c'est toujours en intégrant celle-ci et les actions qu'on mène sur celle-ci dans les territoires. Mais Marie-Cécile le dira beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci beaucoup Gaëtan pour la modération. C'était très riche.